Et j'accueille donc maintenant Pierre Servant et Mario Giraud. Bonjour à tous les deux. Pierre Servant, expert militaire, journaliste, ancien journaliste à La Croix notamment et au journal Le Monde, enseignant à Sciences Po, par ailleurs colonel de réserve. Merci d'être là avec nous et à vos côtés. Mario Giraud, vous êtes un ancien vice-ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gentilini en Italie. Depuis 30 ans maintenant, médiateur pour la paix de la communauté Sant'Egidio, dont le rayonnement, on le sait, est immense. En témoigne encore cette rencontre annuelle de dimanche dernier à Rome, au cours de laquelle vous avez accueilli entre autres Emmanuel Macron à la veille de sa rencontre avec le pape. Le pape dont je pense d'ailleurs on aura l'occasion de parler dans l'heure qui vient, puisque la question qui nous occupe maintenant est d'une actualité brûlante. Ça vient d'être rappelé par Pierre-Yves. Si tu veux la paix, prépare la guerre, ou bien la paix, avec un point d'interrogation en pleine guerre en Ukraine, alors que le monde est plus instable que jamais. Est-ce qu'il est réaliste de tenter ainsi de dépasser cette célèbre maxime? Est-ce que cette question est audible en temps de guerre, alors que des pays européens font le choix historique d'un réarmement massif? Avons-nous aujourd'hui un autre horizon que celui de la paix armée? Vous allez avoir la parole d'une quinzaine de minutes chacun. Je crois que vous souhaitez vous exprimer au pupitre. Donc j'invite tout de suite Pierre Servant à rejoindre le pupitre. Une demi-heure donc au total, un quart d'heure chacun. Puis ensuite une demi-heure à nouveau de questions dans la salle. Vous nous faites remonter vos questions par écrit. Vos questions, vous qui êtes en ligne à distance avec l'espace qui se trouve en bas de votre écran. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ou bien la paix, Pierre Servant, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Quel sujet complexe et subtil. Pour pouvoir tenter d'y répondre, j'ai besoin dans un premier temps de poser devant vous ce qui me semble être certains aspects assez sombres du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et je voudrais par avance m'excuser, car en fait, comme il va y avoir une certaine noirceur dans mon propos, ce n'est pas seulement un hommage posthume à Pierre Soulages et à l'Outre Noir, c'est parce que je vois effectivement ce monde à travers un certain nombre de tendances lourdes, préoccupantes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à travers le monde des germes de fraternité, des personnes qui œuvrent pour la paix. Mais c'est vrai que mon quotidien, c'est plutôt la guerre, les tensions, les problématiques géopolitiques sous un angle peu joyeux. Donc, avant d'essayer comment dirais-je, d'esquisser devant vous des pistes de réflexion, comment agir, quel est le constat que je fais sur ce monde. Pour y parvenir, je vais faire appel à deux auteurs du passé, deux citations très, très différentes. Une de Antonio Gramsci, qui est un intellectuel marxiste italien. Alors, c'est pas mon livre de chevet, mais il a dit des choses intéressantes dans les années 30. Années 30, où il y avait la montée de totalitarisme qui venait contester notamment les démocraties françaises et britanniques. Et Gramsci écrit dans les années 30 le monde d'hier a disparu, le monde de demain n'est pas encore advenu, et dans le clair-obscur de l'entre-deux, les monstres sont lâchés. J'ai peur que nous soyons un peu dans cette période et qu'un certain nombre de monstres soient lâchés. Deuxième citation qui va certainement vous choquer, c'est une citation plus ancienne d'un maréchal prussien qui s'appelle von Moltke. Moltke écrit quelques années avant que la Prusse n'écrase l'Autriche à Sadova, puis la France à Sedan. Von Moltke écrit la chose suivante: la guerre est un rêve, la guerre perpétuelle est un mauvais rêve, la guerre est un don de Dieu. La guerre est un don de Dieu, et vous voyez la cohérence des Prussiens, puisque sur les boucles de ceinturon des soldats prussiens était inscrit « Gott mit uns ». Et von Moltke ajoute « Sans la guerre, les peuples se livreraient au matérialisme, et en matière de guerre, le mieux c'est d'en finir le plus vite possible, y compris par des moyens peu recommandables ». Pourquoi j'ai exhumé cette citation de von Moltke? Parce que je pense que Poutine a dû l'inscrire au-dessus de son livre, au-dessus de son lit, mais que ça dit quelque chose d'assez terrible, pour les chrétiens notamment, pas seulement,
c'est que l'idée de guerre, de violence, de prédation, de loi du plus fort peut être considérée comme une hypothèse raisonnable et raisonnée de travail. C'est pour un certain nombre de personnages, pour un certain nombre de populations dans le monde, une hypothèse raisonnable. Le fait d'imposer à l'autre sa domination, sa prédation, pour différents motifs. Et donc, pour bien traiter de la question qui a été posée, qui est extrêmement complexe, moi, mon principe, c'est d'essayer de partir du réel tel que je l'observe et tel que je le vois depuis 40 ans en allant sur toute une série de théâtres de guerre. Et ce que je vois notamment depuis une quinzaine, vingtaine d'années, que je décris dans mes livres, c'est cette montée en puissance de l'envie d'en découdre. Et le fait qu'en face, l'envie de coudre existe. Vous avez des personnes qui, à tous les niveaux, personnels, associatifs, politiques, diplomatiques, etc., essayent de coudre de la relation, mais la tendance pour moi est plutôt du côté de cette volonté d'en découdre. Si je regarde le monde, c'est bien prétentieux, je vois trois tendances lourdes, et évidemment, compte tenu du temps assez ramassé qui nous est donné, ce qui est tout à fait légitime, je vais aller un peu vite. Je vois un monde marqué par trois tendances fortes. D'abord, un monde qui se tribalise de tribus et qui se tripalise, tripale, la tripe. Un monde à personnages messianiques autoproclamés et un monde dans lequel les structures de dialogue, les structures qui essayent de coudre, sont plutôt en perte de vitesse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un monde qui se tribalise ? C'est un monde qui, marqué par la peur de l'immigration, des problématiques économiques, peur du terrorisme, peur de l'autre, c'est un monde qui va voir dans lequel les peuples vont avoir tendance à se replier sur une base tribale. Et avec un phénomène qui est tout à fait explicite du côté des régimes totalitaires, qui est un système de purification. L'idée, c'est plus la tribu est homogène, plus elle peut se protéger des grandes menaces qui viennent de l'extérieur. Donc ce terme de purification apparaît dans le dialogue, dans le langage de Poutine, par exemple, ou d'autres personnages. C'est très fort dans la dynamique chinoise. Voilà. Mais c'est l'idée de ramasser le clan pour en faire un lieu clos qui va se protéger des menaces de l'extérieur. Et au milieu du clan, on va planter un totem et on va transformer la religion ou les religions en figure identitaire totémique de protection. Ça n'a rien à voir, à mon sens, avec la spiritualité, mais c'est un système pour protéger le clan des menaces extérieures. Et évidemment, quand vous avez ce totem, les autres, ceux qui sont à l'extérieur, deviennent, par exemple, des personnages qui sont aux mains de Satan, puisque c'est une nouveauté dans le discours poutinien. Voilà, en Occident, l'Occident est aux mains de Satan, et le numéro 1 russe oublie que plusieurs de ces missiles balistiques nucléaires s'appellent Satan 1 et Satan 2. C'est pas une blague, c'est une réalité. Personnage messianique autoproclamé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les groupes humains sont fragilisés, ont peur, ils vont dégager ce que j'ai appelé une envie de barbarie et une envie de tyrannie. Ça peut paraître extrêmement étrange, et ce besoin de tyrannie et de barbarie comme système de protection va permettre à des personnages qui se prétendent messianiques, ou qui sont désignés par d'autres comme messianiques, de s'ériger en chef protecteur du groupe tribal. Et ces personnages messianiques vont surtout proposer au groupe humain qui veut se rassembler une approche du monde et des problèmes par le tripale. Mes tripes parlent. Et donc je vais m'appuyer beaucoup plus sur les croyances que sur la connaissance. Donc c'est tout un système très savamment développé. Dans ces personnages messianiques autoproclamés, j'ai décrit depuis longtemps Xi Jinping, Poutine, Erdogan, Bolsonaro, Mohamed Ben Salman, etc., etc. Trump, à l'époque de Trump,
hein. America First, c'est mon groupe tribal first. Et en clivant très très durement par rapport aux autres, ça vous donne l'assaut d'une tribu trumpienne sur le Capitole, qui est un événement tout à fait spectaculaire. Dernier point, troisième point, qui est un peu un phénomène en ciseaux par rapport aux deux précédents, c'est que les instances qui font civilisation, altérité, volonté de coudre, de dépasser le conflit par l'accord et par le droit, ces instances, depuis plusieurs années, sont en perte de vitesse. Donc, par exemple, l'Union européenne, ô combien importante, le Brexit est un élément négatif par rapport à cette dynamique-là. Nos amis britanniques le payent assez cher aujourd'hui. L'ONU en incapacité de faire face à un certain nombre de problèmes, notamment sur la Syrie. La Russie a utilisé 17 fois en 11 ans son veto sur la crise syrienne. Et Bachar el-Assad fait partie également de ces personnages messianiques qui estiment qu'il doit défendre son clan alaouite au prix des crimes les plus atroces, y compris l'usage de l'arme chimique. Donc, ces premiers éléments débouchent sur un monde qui, à mon sens, se barbarise, et c'est pour ça que je n'ai pas été surpris par l'irruption de la guerre de haute intensité en Europe, que je fais même partie des 4 ou 5 observateurs qui ont expliqué pourquoi Poutine attaquerait l'Ukraine, parce que sa démarche, à mon sens, s'inscrivait dans ce mouvement-là. La négation de l'autre, la chosification de l'autre, de celui qui n'appartient pas à la tribu, et la volonté d'englober l'autre, l'Ukrainien, dans sa tribu, et dès lors qu'il s'y refuse, eh bien, il est puni. Alors, une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on m'a demandé de donner un témoignage personnel, mais comme j'ai déjà mangé beaucoup de temps, je vais être très bref. Moi, ma démarche a été non seulement d'essayer de réfléchir, de partager, parce qu'on est sur ces sujets depuis, on peut dire, 50 ans, parce que c'est à plusieurs qu'on est intelligent. Mais je suis parti aussi de l'idée qu'il fallait voir, il fallait toucher ces zones de mal, de violence, de prédation. Je l'ai fait comme journaliste à la Croix au Liban, notamment pendant la guerre du Liban, après au Monde, première guerre du Golfe. Et après, je suis parti sur des théâtres de guerre comme officier, Balkans, Afghanistan, Afrique, donc avec aux côtés une arme. J'ai été entraîné au tir de combat dans un régiment des forces spéciales, puisque j'ai servi pour le compte des forces spéciales, et même si ma première mission n'était pas une mission de combat, le fait de porter une arme, de se trouver sur des théâtres où on peut recevoir la mort ou la donner, évidemment pour un chrétien, ça pose toute une série de questions, mais ça a été mon choix. Et dans l'Évangile, je ne peux pas développer, mais j'aime beaucoup la figure du centurion romain et de la rencontre. Alors, les évangélistes décrivent rencontre ou pas rencontre avec le Christ, mais vous aurez remarqué que le Christ à aucun moment dit au centurion romain, qui est un officier d'occupation, après avoir rendu hommage à sa foi, après avoir guéri son serviteur, il ne dit pas au centurion romain, pose ton glaive et ton armure et suis-moi. J'allais dire rentre dans les ordres. Non, évidemment, ça n'existait pas complètement à l'époque. Donc voilà, donc ça c'est un choix personnel, c'est d'aller au bout du fait de ne pas me payer de mots et de toucher cette réalité-là. Après, plus globalement, qu'est-ce qu'on fait face à ce monde, à cette bascule historique que nous vivons, à travers notamment les traits que j'ai décrits hâtivement? Ma première réponse, c'est de dire « je ne sais pas ». Donc je ne sais pas comment on fait face. Donc quand je ne sais pas, deuxième solution, je prie. Parce que je ne suis pas tout seul et que nous ne sommes pas tout seuls. Et que le Seigneur n'abandonne pas son humanité, même dans le noir le plus absolu. Après, je me dis que Soulages, qui a peint énormément de tableaux en noir, la magie de Soulages, c'est qu'il y a de la lumière dans le noir. Voilà, donc ça, c'est l'espérance chrétienne. Une fois qu'on a posé ça, certains considéreront qu'on ne va pas très très loin. Donc, à mon sens, pour répondre à la question, il faut à la fois préparer la guerre, parce qu'elle arrive,
parce qu'elle peut arriver, parce qu'elle a déjà commencé à arriver, et il faut en même temps préparer la paix. J'écarte le concept de guerre juste, tout en reconnaissant toute l'importance que ça peut avoir pour essayer de bordurer la violence. Mais je l'écarte parce que quand on est démocrate, quand on appartient à une démocratie, a fortiori quand on est chrétien, la guerre juste, ça n'existe pas parce que la guerre est toujours une insulte faite à Dieu. Pour autant, la guerre, je considère qu'il faut la faire à certains moments. Mais vous voyez, ce que j'introduis là comme notion, c'est le fait que même quand on est militaire et qu'on fait la guerre, parce qu'on estime que c'est important pour des valeurs supérieures, on ne peut pas le vivre avec le confort de la guerre juste. Il faut être en permanence dans l'inconfort. Ça n'est pas juste en soi. Tuer d'autres êtres humains, ça n'est pas juste, même s'il faut le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que Élie Denoy de Saint-Marc, qui a été un officier de la Légion étrangère, Indochine, Algérie, en Indochine, dans sa section, quand il notait qu'un de ses légionnaires aimait tuer, il le virait. Il le virait. Tel chef maquisard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les maquisards veulent exécuter des prisonniers allemands, ce chef maquisard les empêche de le faire. Je ne sais pas s'il était chrétien ou pas. Il les empêche de le faire. Il manque d'être submergé par l'envie de tuer de ces maquisards. Et ces maquisards lui disent « Mais pourquoi tu protèges ces salauds ?» Et ce personnage, ce chef de maquis, dit « N'oubliez pas que ce sont avec ses frères que nous devrons bâtir la paix demain. » Donc, j'écarte la notion de guerre juste pour le risque de confort et le risque surtout d'être avalé par le mal, car quand vous êtes en opération, quand vous êtes sur des théâtres de guerre, c'est incroyable parce que dès que vous avez mis la Rangers sur un théâtre d'opération, tout change, les comportements changent et s'il n'y a pas une discipline, des règles d'engagement, une conscience que même si on agit pour défendre, entre guillemets, la veuve et l'orphelin, en fait, le fait d'avoir éventuellement à déployer la violence, ça n'est pas juste aux yeux de Dieu. C'est éventuellement nécessaire, il faut le faire, il faut soutenir les Ukrainiens notamment, mais ça me paraît très important. Enfin, vraiment, pour terminer, je nous appelle collectivement à la révolution des 4 C. Je pense qu'il faut que nous retouchions du doigt, pas du dos, du doigt, la notion de caractère. Voilà. Il faut que face à ce monde dangereux, nous fassions preuve de caractère. Quand je nous vois pleurnicher à longueur de journée sur le point de savoir si on va avoir un peu froid cet hiver, sachant que plus de 1000 enfants ukrainiens ont été tués ou blessés durant ces 8 mois de conflit, ça me gonfle un peu. Donc essayons d'avoir du caractère. De Gaulle en a beaucoup parlé, je vous renvoie à certains de ses livres. La citoyenneté. On a parlé tout à l'heure dans la précédente table ronde, inspirante, très intéressante, problématique de porte-monnaie, de portefeuille très légitime. On ne peut pas nous réduire au rôle de consommateur, ce que nous faisons depuis des décennies. Nous sommes des citoyens qui avons la chance extraordinaire de vivre en démocratie dans un paysage global au sein de l'Union européenne, avec d'autres pays en Amérique du Nord, en Asie, qui sont également des démocraties. C'est un privilège. Pour défendre ce privilège, il faut faire preuve de caractère et de courage. Enfin, la connaissance. Battons-nous pied à pied contre les croyances totémiques, les croyances magiques, les croyances barbares, par de la connaissance. Or, nous vivons dans des sociétés où les réseaux sociaux passent leur temps à briser la connaissance pour la remplacer par les croyances. Et les croyances débouchent très facilement sur les fake news, l'information, les fausses informations, le monde parallèle. Et ce monde parallèle, virtuel, dans lequel un certain nombre de personnages que j'ai cités vivent, eh bien, représente un défi. Donc, je redis à quel point, quand on regarde les tableaux de Soulages, malgré le noir, c'est la lumière qu'il faut y voir. Merci. Merci beaucoup. Donc, je retiens, voilà, caractère, citoyenneté, courage.
Vous l'avez moins développé à ce point, mais courage, hein, c'est bien ça, et connaissance. J'invite maintenant Mario Giraud à rejoindre le pupitre. On retient aussi bien sûr voilà, l'idée qu'on peut préparer la paix tout en faisant la guerre. Mario Giraud, c'est à vous. Merci. Alors comme le titre qui m'a été proposé commence en latin, non si vis pacem parabellum, je dirais que la meilleure réponse pour les croyants à si vis pacem parabellum, c'est l'ancienne liturgie latine qui dit a peste fame et bello liberat nos domine, de la peste, de la maladie, de la faim, de la guerre. Libère-nous, Seigneur, parce que pour les chrétiens, paix est toujours synonyme de vivre ensemble et de justice, tandis que pour les latins, comme dit Tacite, la paix c'est autre chose. Ils font le désert, ça c'est Tacite, je le cite, et ils l'appellent paix. La paix, déjà Pierre Servan nous a décrit le monde difficile dans lequel nous vivons. Alors, tout comme la guerre, la paix aussi est un chantier toujours ouvert. J'utilise les mots de Jean-Paul II à 686. Donc un processus permanent. Parce que la guerre, comme la guerre tend à devenir permanente, et ça c'est le point fondamental de mon propos, c'est sur ce terrain de la permanence, de la durée, qu'il faut la contrer, qu'il faut la défier. Et on ne peut pas se détourner de cela. C'est pour cela que le travail pour la paix est un travail pour tous, un chantier ouvert à tous, un chantier pour les croyants, ouvert à tous, et chacun de nous peut faire quelque chose pour la paix. Déjà, en parler et en ne laissant pas la guerre devenir si populaire comme instrument, comme outil dont on entend parler quotidiennement, déjà c'est quelque chose d'important. Mais la chose plus importante encore, c'est qu'il faut avoir conscience claire, avant tout comme chrétien, comme croyant, et puis aussi comme démocrate, comme citoyen d'une république laïque et démocratique, de la nature de la guerre. Ça, c'est la chose vraiment importante. Le pape François a écrit que la guerre est, je le cite, un échec de la politique et de l'humanité, une reddition honteuse, une défaite devant les forces du mal. Fin de citation. C'est des paroles très dures. Pourquoi? Et pourquoi on ne le comprend pas? On dit, ah, mais si tu parles trop de paix, tu deviens philo-Poutine, non? C'est ça ce qu'on entend dire. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il vise. Il vise la nature en soi de la guerre. Notre ennemi n'est pas l'autre, mais la guerre en elle-même. C'est pourquoi il ajoute, nous ne sommes pas neutres, mais nous défendons la paix. Nous invoquons donc, il a dit, le 25 octobre, il y a quelques jours au Colisée, à la 36e rencontre de dialogue interreligieux dans l'esprit d'assises de la communauté de Sant'Egidio, nous invoquons un ius pacis, un droit à la paix pour tous. Ce qui signifie régler les conflits ou les contentieux, comme on dit en langue diplomatique, sans violence. On peut déjà comprendre ce que dit le pape François par un simple constat. Même celui d'entre vous qui n'a aucune expérience de géopolitique peut comprendre à l'intuition, sait déjà que les guerres de ces dernières 30 ans ont été toutes inutiles. La plus inutile de toutes est l'Afghanistan. On a fait 21 ans de guerre pour retourner case départ. Les guerres du Golfe, du Moyen-Orient, d'ex-Yougoslavie, etc., ont laissé une situation pire de celle qu'ils ont trouvée. Parce que c'est le constat amer que nous devons faire. Gheddafi était un démocrate? Non. Kadhafi, comme vous dites. Était un démocrate? Non. C'était un tyran. Mais la Libye, aujourd'hui, c'est un enfer. Pire de celui de quand Kadhafi était leader. Saddam, même chose. On assiste, c'est parce que notre monde a changé, hein, il y a eu la globalisation, on assiste à la destruction, à la déstructuration d'entiers États. Seulement dans la Méditerranée, Yémen, Libye, Syrie, Irak, on a perdu 4 États. Écoutez, quand on perd un État, je vous le dis comme ancien ministre, c'est très difficile, quasiment impossible de reconstruire. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, le regime change, même tant invoqué par les Américains et par nous aussi, les Occidentaux, changeons de régime, c'est un risque énorme.
Tous les régime change ont été un échec. Aucun n'a marché. Alors c'est facile de constater que les conflits ne résolvent pas les crises internationales, mais tendent à se perpétuer. La guerre en Syrie continue. Pour nous, elle est terminée. Non, elle n'est pas terminée. Elle continue. La guerre en Libye continue. Au Sahel, le Mali n'existe plus. Le Burkina est à risque. Et la guerre s'étend comme une situation normale. Alors, quel est l'objectif de la guerre de par sa nature? S'installer durablement. Politiquement, je traduis ça, quel est l'objectif des régimes autoritaires? Utiliser la guerre comme installer la guerre comme seul langage de la politique et de la relation entre les États. C'est un monde impossible pour nous, un monde impossible pour les croyants, un monde impossible pour les démocrates. Alors il faut admettre que la guerre est devenue un outil obsolète, dépassé, qui ne crée aujourd'hui toute une série de raisons, on n'a pas le temps maintenant de les décliner, qui sont si techniques, à l'usage des armes, le terrorisme et tout ça, seulement le fait que, entre guillemets, personne ne parvient plus à gagner une guerre, vraiment à la gagner, parce que le faible sait par quels moyens empêcher la victoire, il ne vise plus la victoire. Le terrorisme, c'est ça, non, il ne vise pas la victoire, il vise à ne pas te faire avoir à toi, État démocratique, la victoire. Eh bien, on doit admettre qu'il faut aller au-delà de cet outil. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir la sécurité, il ne faut pas avoir d'armée, mais il faut penser technologiquement et politiquement à quelque chose d'après. On le voit, on le constate dans toutes les terres où il y a eu des guerres, au Moyen-Orient, mais même en Libye, au Nord-Afrique, etc., et maintenant aux Balkans, en Europe, il n'y a pas la paix, vraiment, il n'y a pas la réconciliation. La guerre peut recommencer à tout moment, on l'a vu au Karabakh, après 30 ans, comme ça, et il y a seulement esprit de revanche, haine et ressentiment. C'est pour ça que j'insiste sur la nature de la guerre. Parce que quand la guerre éclate, comme celle d'Ukraine, une des caractéristiques des guerres est précisément d'occuper tout l'espace de réflexion avec une méthode, disons, mimétique. Sans proposer le relativisme, il faut que nous admettions que la guerre tend à détourner l'attention sur soi-même, sur elle-même, pour la aiguiller vers les raisons de ceux qui combattent. Et nous perdons beaucoup de temps à discuter qui a tort et qui a raison. Ce qui est juste d'un certain point de vue, mais on perd l'essentiel, c'est-à-dire l'ambition ultime d'un monde qui se veut toujours en guerre, parce que la guerre, c'est l'esprit de division. C'est le mal qui divise et qui veut s'installer. Politiquement, comment cela se traduit? Premièrement, mais Pierre Servan l'a déjà dit, la guerre a été, je le dis avec mes mots, réhabilitée culturellement. Et ça, il faut le contrer. Il ne faut pas accepter la réhabilitation de la guerre. Il faut retourner au « never again », jamais plus ça, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le grand rêve aussi des pères de l'Europe. Jamais plus ça. Deuxièmement, il ne faut pas penser que la guerre est un instrument, un outil comme les autres. Non, c'est un engrenage qui enlève le libre arbitre. Regardez Poutine, il ne sait pas comment en sortir. Et nous aussi, nous nous sommes mis dans une situation de guerre à outrance. Il n'y a plus l'espace, on a rétréci l'espace de la diplomatie et de la politique. Seulement le fait de commencer à parler de « il perd sa face », comment ne pas lui faire perdre sa face, ou tout le discours sur l'humiliation, entre guillemets, etc., sans l'ouvrir, c'est déjà une méthode mimétique et qui nous enseigne, nous donne l'intuition du fait que la guerre a un problème, c'est un engrenage. Alors, pragmatiquement, notre premier objectif, je le dis en tant que citoyen, doit être en réduire la durée. La guerre doit s'arrêter le plus vite possible. Plus elle dure, plus les conditions sont réunies pour le prochain cycle de violence et de vengeance et de conflit.
En ce sens, il n'y a pas de guerre juste. Je ne vais pas m'arrêter sur ça, ça a été déjà dit. Nous devons, bien sûr, porter notre jugement. Nous ne sommes pas naïfs. Il y a un agresseur, la Russie, parce que tu peux invoquer toutes les raisons du monde, mais si tu agresses militairement, c'est toi qui as pris cette responsabilité. Leadership russe, ça c'est clair, et en agresser l'Ukraine. Mais en même temps qu'on admet ça, qu'on dit ça, en même temps qu'on aide la résistance ukrainienne, il faut déjà commencer à penser comment en sortir. Ça, c'est le raisonnement politique. Immédiatement, en même temps. Et là, nous voyons, il n'y a pas le temps pour le faire, mais que disons, la réhabilitation culturelle de la guerre, on doit beaucoup aussi au fait que nous avons oublié les processus de désarmement, par exemple. Mais ça, c'est un autre discours. En quelque sorte, la guerre défigure les âmes des peuples qui la font ou qui la subissent, même de ceux qui se défendent. Et nous, les Européens occidentaux, nous en savons quelque chose, parce que c'est nous, Européens occidentaux, qui avons provoqué 2 guerres mondiales. Devant les autres, tous les autres Européens orientaux, africains, asiatiques, sauf peut-être les Japonais, tout le reste n'y était pour rien. Les raisons de 2 guerres mondiales sont nées ici, pas loin d'ici d'ailleurs. Et cela peut être dit aussi d'une manière totalement laïque. Kant, Immanuel Kant l'a dit très simplement, lui c'était l'esprit des Lumières, etc. Dans Pax Perpetua, il dit une chose très banale, mais très vraie. La guerre élimine moins de malfaiteurs qu'elle n'en crée. La guerre produit plus de malfaiteurs de ce qu'elle prétend en éliminer. Lorsque les conflits éclatent, prendre parti, donc, est compréhensible, surtout en cas d'agression injustifiée comme celle de la Russie contre Kiev. Immédiatement après, cependant, nous devons récupérer lucidité. On est du côté du peuple ukrainien attaqué et nous respectons sa résistance. Et politiquement, soutenir sa défense, même armée, est légitime. Plus problématique, selon moi, est l'idée de prolonger la guerre vers une victoire improbable ou se mettre à penser de punir la Russie. Tout ça nous porte dans un autre monde. La narration de la résistance héroïque ukrainienne, c'est une chose. La narration que nous vivons maintenant de la victoire, c'est autre chose. Et je vais expliquer ça. C'est un engrenage que nous devons éviter. Il n'existe aucun argument convaincant pour prolonger la guerre, même pas celui de la défense de la démocratie ou de l'Europe. La démocratie, en effet, est défendue en assurant les raisons et le caractère raisonnable de la paix, même face à l'agresseur, en contenant puis en éteignant son revanchisme victimaire infondé. En fin de compte, on ne peut pas penser à vivre dans un état de conflit perpétuel. Les démocraties, chers amis, vivent mal dans un état de guerre, surtout dans un état de guerre permanent. Ce n'est pas leur milieu. C'est pour ça qu'elles ne sont toujours pas préparées à la guerre, comme c'est arrivé en 1938, 1939, etc. Les démocraties, leur monde, ce n'est pas la guerre. C'est les régimes autoritaires qui vivent bien dans un état de guerre permanent. C'est la leçon de l'histoire d'Europe et la profonde raison de la naissance de l'Union européenne. En plus, il y a le risque de conflit nucléaire. Est-ce qu'il faut le risquer? Parce que personne, vraiment personne, même le plus spécialiste d'entre nous, peut nous dire aujourd'hui si les Russes vont ou ne vont pas utiliser l'arme nucléaire tactique. Personne peut prendre cette responsabilité. Par conséquent, il faut tout de suite penser à la paix, comme j'ai dit, qui n'est pas un État, mais un chantier. Et c'est difficile, hein, c'est pas facile. Parce que trouver un cadre négocial efficace dans cette situation de guerre russe contre l'Ukraine, c'est pas facile. Mais il faut déjà penser à la paix de demain, parce que la question est la suivante. Où est donc la différence entre les guerres des démocraties et celles des tyrannies? Parce qu'il y a une différence. La différence réside dans ce qui se passe après. C'est ainsi, il est aux gens de penser à l'après tout de suite, dès maintenant,
de penser dès maintenant à comment on termine cette guerre, à ouvrir des canaux de communication. C'est absurde qu'on parlait plus avec les soviétiques pendant la guerre froide qu'avec les Russes aujourd'hui. Pensez déjà à la manière d'en sortir, de négocier une trêve maintenant, une paix plus tard. L'après nous définit, c'est l'après qui définit les démocraties. Et nous pousse à fixer notre regard déjà vers la paix de demain, quand elle régnera à nouveau. Et comment elle sera? Elle sera stable, elle sera juste, elle aura été bien négociée. Ce donc qui est notre responsabilité des démocraties occidentales, c'est hâter l'après. Les guerres des pouvoirs autoritaires ont tendance à s'installer durablement. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il veut Poutine, il veut rester dans un état de guerre permanent parce que ça renforce son pouvoir. Bien sûr, il voulait gagner, mais à défaut de gagner, d'occuper Kiev, parce que qu'est-ce qu'ils pensaient les Russes au départ? On arrive à la périphérie de Kiev et ils vont nous applaudir. Nos frères vont nous applaudir. Ce n'est pas passé comme ça. Et alors, plan B, on s'installe dans cette situation. L'autoritarisme vise la victoire. Les démocraties visent la paix. Et la victoire écrase tout le monde et crée souvent les graines des prochaines guerres. Les Européens l'ont appris de leurs erreurs commises, par exemple, après la Première Guerre mondiale. Et c'est pourquoi hâter la paix aujourd'hui, dès tout de suite, dès maintenant, en commençant à imaginer la paix de demain, est notre devoir. Merci. Merci beaucoup Mario Giraud. On entend combien cette question se pose différemment, évidemment, pour nous, les démocraties. Les démocraties, vous nous l'avez dit, vivent mal dans un état de guerre. Les démocraties visent la paix. Je voudrais qu'on creuse un tout petit peu ce sillon, le temps qu'ensuite on fasse remonter les questions de la salle. Comment peut-on entendre cette injonction à préparer la paix quand, Pierre Servan l'a rappelé, l'idée de guerre, elle est présente, elle est devenue comme une hypothèse raisonnable, vous nous l'avez dit, pour un certain nombre de régimes, alors que nous, comme l'a dit un jour Jean-Louis Bourlange, nous sommes un peu des ours en peluche face aux ours polaires. Comment penser la guerre quand on est une démocratie ? Oui, effectivement, ou en le reformulant, c'est le problème des herbivores face aux carnivores, quoi. Comment on fait quand il y a cette confrontation? Alors, il y a pas mal de points sur lesquels je me retrouve avec Mario Giraud. Enfin, je ne reviendrai pas sur la paix, sur la nécessité de penser l'après-guerre très très vite. Mais je suis en désaccord, Mario, sur beaucoup de points avec toi, parce que je pense que le discours que tu as tenu là, tu aurais pu parfaitement le tenir en 1935 ou 36 ou même juste avant les accords, enfin donc avant les Sudètes, avant les accords de Munich, en disant exactement la même chose. Et c'est notamment ce discours qui a, comment dirais-je, permis à Hitler de développer sa politique. Alors, je suis historien, donc l'histoire ne se répète pas, c'est pas une mécanique qui se répète d'un truc à l'autre, mais la difficulté, c'est quand on est confronté justement à des carnivores qui considèrent structurellement que la prédation, le refus du droit, qui considère que le droit est l'arme des faibles. Poutine a été capable, dans une conférence de presse, c'est pas une confidence faite à des proches, etc. J'y ai assisté, une conférence de presse, avant la guerre, il a été capable de citer une strophe qui est bien connue en Russie, qui est une strophe de chanson à boire de Soudar, qui est un appel au viol, qui dit que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ma jolie, il faudra que tu t'y fasses. Et c'est tout à fait identifié par tout le monde slave et russe comme étant un appel au viol. Et Zelensky qui était interrogé en disant, voilà, Poutine vient de dire ça, et Zelensky a répondu, tout ça c'est avant l'invasion, je ne serai pas la jolie de Poutine. Donc là, ça pose le problème du mal, de la volonté de détruire, et du fait que Poutine, jusqu'à présent, a détruit toute possibilité de diplomatie et de négociation. Il a brûlé
alors c'est même pas des vaisseaux, c'était des petits canots, ils ont tous été cramés les uns derrière les autres. Quelques points aussi, si vous le permettez, pour revenir sur ce que Mario a dit. Alors, Dieu sait que je ne vais pas défendre toute une série de guerres que tu as citées, qui ont causé beaucoup plus de mal que de bien. Mais il y en a qui ont eu des effets, à mon sens, positifs. Par exemple, la destruction du proto-État de Daesh à cheval sur la Syrie et l'Irak, je considère que c'est plutôt un mieux. Et quand on interroge les Irakiens, notamment, ils considèrent que c'est un grand mieux. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, les Occidentaux, Français, Anglais, Américains notamment, qui se sont battus avec les Kurdes, ont construit une guerre, j'allais dire intelligente, en tout cas, qui créait moins de dégâts qu'ils n'en réduisaient. Autre point aussi, Mario, tu ne trouveras jamais en France un militaire, un soldat d'actif, un militaire d'actif qui a fait beaucoup plus de guerres que moi, en disant la solution est militaire. Le général de Villiers, chef d'état-major des armées, a pondu un nombre de tribunes dans la presse pour dire la solution n'est jamais militaire, elle n'est pas que militaire. Et la solution militaire est là pour ouvrir réconciliation, développement, entente. C'est ce que la France a essayé de faire au Mali. Et juste pour terminer, parce que l'Afghanistan, moi qui ai servi en Afghanistan, je dois dire que ça a été très très dur de voir le retour des talibans, tout ce qui s'est passé. Et au Mali, où on a fait aussi beaucoup de choses, y compris avec les Allemands en termes de développement. Ce à quoi je me raccroche c'est pas le terme, mais ce que je regarde, c'est que néanmoins, durant toute cette période de contact avec les armées occidentales et les Afghans, les Afghanes, pareil au Mali ou dans d'autres régions, je pense que les militaires, mais aussi les civils de l'Union européenne, les formateurs, etc., ont semé des graines de démocratie et j'ai la faiblesse de penser qu'elles vont pousser. Tout dernier point, où j'ai un petit d'accord aussi avec toi, je suis d'accord avec toi sur le fond quand tu dis entre démocratie et tyrannie, la différence c'est effectivement que la démocratie pense au coup d'après, mais très concrètement sur le plan militaire, et je peux en témoigner, c'est pas du tout la même chose d'être un soldat d'une démocratie et d'un régime autocratique et totalitaire. Dans les plans de frappe, par exemple, les Russes en Syrie frappaient systématiquement les objectifs civils, les écoles, les antennes médicales. Les Russes ont détourné les coordonnées qui étaient données par ces antennes médicales à l'ONU pour ne pas être frappés, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Les Russes transmettaient ça à leurs aviateurs, les avions de combat, les Sukhoi, étaient bénis par les POP, et ces avions allaient, grâce aux coordonnées GPS qui étaient données, frapper les civils. Du côté des Occidentaux, très souvent, les camarades pilotes de guerre reviennent avec leur armement sur leur avion parce qu'ils n'ont pas délivré leur armement, considérant qu'il y avait doute sur la cible, qu'il y avait risque de frapper des civils, ce qui, je ne rentre pas dans le détail, mais impose à ces pilotes des gesticulations particulières parce que vous ne pouvez pas réatterrir sur une base avec votre armement armé. Et donc ce que je peux dire, c'est que dans les démocraties, et c'est leur honneur, il y a un encadrement, il y a des règles d'engagement, il y a une formation des soldats. Si le général Lecointre avait pu venir, il aurait raconté comment il s'est retrouvé, lui, avec certains de ses soldats qui voulaient exécuter un coupeur de route dont la particularité était qu'il découpait surtout les femmes en inversant les bras et les jambes de ces cadavres. Ouais, c'est cette réalité-là. Bon, eh bien, dans les démocraties, justement, parce qu'il n'y a pas d'idée que la guerre est juste et qu'on peut tout faire, il y a cette retenue et dans le comportement du soldat au quotidien, c'est très très différent des régimes poutiniens et autres où c'est open bar. C'est-à-dire que c'est le principe de von Moltke, il faut en finir vite, y compris au prix de méthodes non recommandables. Mario Giraud, je ne sais pas si vous voulez répondre, sinon on prend des questions de la salle, peut-être quelques mots à ce que vous venez d'entendre. Non, sur ça, moi j'ai peu à dire parce que le problème ce n'est pas les militaires, hein, c'est la politique, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est les dommages collatéraux, je vous renvoie à ceux qui écrivent MSF sur ça, même des Occidentaux. Troisièmement, la guerre a changé de nature déjà en août 1945 parce qu'on ne peut pas faire la comparaison avec ce qui est arrivé avant parce qu'il y a une puissance nucléaire, il y a l'arme nucléaire, donc tout a changé et on ne peut pas faire les comparaisons avec avant. Et donc, mon problème, c'est que le constat d'une utilité
tu l'as dit, voilà, le Mali, ça fait mal, oui, mais c'est inutile, ça a été inutile. Ça a été inutile en Afghanistan, ce qui fait encore plus mal, et on l'a abandonné. Mais ce n'est pas le problème des militaires, hein, c'est le problème des politiques. Parce que c'est les politiques qui décident. Et moi, j'ai été politique, j'ai été aux affaires, je sais, c'est pas les militaires qu'il faut... Et je ne dis pas qu'il ne faut pas là l'existence de l'armée. Je dis que, pour le dire comme ça, terre à terre, vous tous, vous savez que pour contrer, disons, les questions de ordre public, à la fin du 1800 et une bonne partie du début du 1900, on utilisait l'armée, même à Paris. Puis tout doucement, on a compris que c'était une erreur. Les démocraties, c'était déjà des démocraties. Hein. On a compris que c'était une erreur. On a commencé à utiliser toujours moins l'armée, toujours plus des formes intermédiaires, la gendarmerie, carabinieri, qui sont des corps militaires mais adaptés. Puis on a changé. Tout change. Hein. C'est pas qu'il faut tout reste en l'état. C'est pour ça qu'il faut aussi comprendre que l'outil militaire doit être confronté pragmatiquement avec ce qui sert ou il ne sert pas, ou là où il peut y avoir une solution. Et puis finalement, nous sommes arrivés à n'avoir plus de morts dans les rues quand il y a une manifestation, même violente. Et maintenant, on est en train de penser à des armes non létales. Voilà, c'est la même chose qu'il faut faire à niveau international. Alors, vos questions à présent avec Philippe. Ma première question est pour M. Servan. C'est une question de traduction. Est-ce que la manière moderne de traduire le si pacem pascha bellum, est-ce que ça serait la dissuasion nucléaire? Et ma deuxième question est plutôt pour M. Giraud. De nombreuses personnes dans la salle ou à l'écran vous interrogent sur le rôle qu'auraient pu jouer les religions. Comment se fait-il que, alors que le dialogue de réconciliation avait démarré entre Paul VI et le patriarche Athénagoras, les religions auraient-elles pu aller plus loin dans la création d'un dialogue structurant étant une parade à la tentation de la guerre? Alors, la dissuasion nucléaire, d'abord, Pierre Servan, est-ce qu'elle nous prépare à la paix? Alors, c'est une sacrée question. Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à le développer. Le concept de dissuasion nucléaire, très clairement, tel qu'il a fonctionné dans l'entre-deux-guerres en Europe, à mon sens, a empêché le retour de la guerre classique conventionnelle en Europe. C'est-à-dire le dialogue, la grammaire comprise par le bloc soviétique et comprise par le bloc occidental, avec une position très particulière des Français, très pertinente, je ne peux pas la développer, mais qui justement a renforcé plutôt cette façon d'empêcher que la guerre revienne en Europe. Donc le paradoxe terrible, c'est que cette arme d'apocalypse abominable, qui était en plus une arme dite d'anticité, enfin qui frappait, qui était censée frapper les cités soviétiques, si les soviétiques attaquaient eux-mêmes, eh bien assez paradoxalement, cette promesse de l'apocalypse a tué la possibilité de guerre conventionnelle en Europe. Ce à quoi on assiste aujourd'hui et qui est extrêmement problématique pour les décennies qui viennent, c'est que Poutine a inventé un nouveau concept, sachant que l'Ukraine a donné ses armes nucléaires en 1994 à la Russie, par le mémorandum de Budapest, en échange de quoi la Russie reconnaissait le caractère intangible des frontières de l'Ukraine, Crimée comprise. Donc l'Ukraine s'est fait blouser, pour ne pas utiliser un autre terme, elle a redonné à la Russie ses armes nucléaires en échange donc du respect de ses frontières. Et aujourd'hui, elle se trouve sous le coup d'une attaque conventionnelle de haute intensité, sous couverture et sous menace nucléaire. Ça, c'est un concept nouveau qui consiste à dire, voilà, je t'attaque, mais tu n'as pas vraiment les moyens de te défendre, et puis tes potes n'ont pas les moyens de venir vraiment t'aider, parce que moi j'ai l'arme nucléaire, et je passe mon temps, depuis 2014, Poutine passe son temps à menacer explicitement de l'arme nucléaire. Il avait dit sur la Crimée, si on n'avait pas accepté que j'annexe la Crimée, j'aurais utilisé l'arme nucléaire. Donc ça, c'est un dévoiement terrible qui fait saliver. Vous savez, il y a Kamel Daoud qui parle des salivations barbares. Ben, c'est certain que du côté de l'Iran, malheureusement, Trump a bousillé l'accord qui avait été monté au prix de bien des efforts sur le programme nucléaire iranien. Mais il n'y a pas que l'Iran. L'Arabie saoudite
la Turquie, des tas d'autres pays se disent, mais finalement, la Corée du Nord, finalement, si je veux envahir mon voisin, le mieux, c'est d'être protégé par l'arme nucléaire. Donc là, pour le coup, autant elle a été Pachem, créatrice plutôt de Pachem pendant l'entre-deux-guerres, aujourd'hui, c'est devenu un facteur de déstabilisation. Mario Giraud, sur le rôle des religions, le rôle qu'auraient dû jouer les religions pour éviter cette guerre. Rapidement, parce qu'après on aura une autre salve de questions. Deux choses. La première, c'est qu'on nous a dit très souvent que la guerre mondiale serait venue du choc de civilisation. Et nous voyons qu'au contraire, elle nous vient d'un choc à l'intérieur d'une civilisation. Ça, c'est une chose sur laquelle nous devons réfléchir, c'est-à-dire la guerre ne tient pas compte des civilisations. Et la deuxième chose, c'est que paradoxalement, les religions se sont rapprochées plus que les nations en ces derniers temps. Elles ont fait un parcours beaucoup plus, parce que défiées par le risque d'être utilisées et manipulées pour la guerre, elles se sont rapprochées beaucoup plus. Le fait que, par exemple, on est en France, l'imam Taïeb, c'est-à-dire le grand imam d'Al-Azhar, soit venu devant le Bataclan. C'est un geste, avec les caméras, hein, bien sûr. Il risque sa vie pour une chose pareille, disons. C'est un geste très impressionnant. Mais l'imam Taïeb, si tu l'entends parler, il ne raisonne pas comme nous, sur la morale sexuelle, par exemple. Bien sûr. Mais il y a quelque chose qui a commencé à changer, tandis que les nations sont en train on est en train de retourner vers la guerre froide, etc., en train de s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'elles n'utilisent plus la politique. Elles pensent que le seul ressort, la seule chose à faire, c'est d'en découdre. Voilà. Et aussi le changement de doctrine nucléaire russe. Non, pour nous, le nucléaire, c'est dissuasif, c'est la dissuasion. Pour les Russes, c'est dissuasion plus arme d'ultime instance. Et c'est ça la chose. Alors, s'ils vont utiliser la bombe, on rentrera dans un autre monde. Encore une fois, tous nos raisonnements sur les raisons, les torts vont disparaître. Donc, il ne convient pas arriver à ce point-là. Dernière salve de questions. Nous avons 5 minutes pour y répondre, donc ce sera forcément rapide. Oui, la première question, c'est un petit peu sur est-ce que la guerre n'est pas la conséquence d'un échec de la diplomatie? Et en gros, en français, les Français connaissent bien l'histoire du traité de Versailles. Autrement dit, une mauvaise paix n'entraîne-t-elle pas la guerre? Et qu'aujourd'hui, pour l'Ukraine, est-ce que ce n'est pas une question qui devrait être aussi abordée? D'une autre manière de poser la question, c'est peut-on faire aujourd'hui la paix avec la barbarie? Comment arriver à la fois tenir ses positions, donc se battre, et en même temps maintenir un dialogue dans les conditions d'aujourd'hui? Ça, c'est un premier ensemble de questions. Oui, 6 questions ensemble. La deuxième, c'est plutôt, on voit bien qu'on est dans une phase de réarmement, qu'une des questions, avec le type de guerre qui apparaissent, il y a bien une question de réarmement, et la liaison qu'il y a avec le commerce des armes. Est-ce que, alors, traditionnellement, on explique que le commerce des armes entraîne des conflits un peu répartis sur le monde entier, c'est un peu mais là maintenant, avec le réarmement en Europe qui se produit et aussi aux États-Unis au bout du compte face à ça, est-ce qu'on n'est pas en train qu'est-ce qu'on peut faire sur le commerce des armes qui fatalement va se développer? 2 questions, 4 minutes pour préparer la paix pour éviter la guerre. Comment dirais-je, sur le premier point, échec de la diplomatie, on peut dire des tas d'autres choses, mais je crois qu'il faut, enfin, à mon sens, il faut regarder une réalité, c'est que, par exemple, l'alliance entre la Chine et la Russie se fait autour d'un vrai projet politique, d'une vraie analyse, qu'il faut regarder, étudier, enfin, il faut, si possible, avoir fait depuis longtemps, comme je l'ai fait, pour constater que c'est une vraie vision du monde. Très souvent, nous projetons notre envie de diplomatie, notre culture gentil bisounours sur eux, en disant « mais on a dû rater quelque chose pour qu'ils soient aussi méchants ». Non,
Non, je ne crois pas. Je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'hypothèse raisonnable et raisonnée de la violence et de la prédation, c'est un vrai pensée. C'est un vrai pensée, notamment chez les Chinois et les Russes. Et le problème, c'est que derrière, vous avez d'autres pays, d'autres chefs d'État qui se disent « mais ils ont tout compris, ces gars-là. Ils sont au pouvoir pour l'éternité. » Xi Jinping vient de faire péter tous les cliquets et Poutine est au pouvoir depuis 20 ans et il est programmé jusqu'en 2034. La démocratie, c'est un truc de tordu, c'est hyper compliqué. Après, il y a des groupes LGBT qui se mettent là-dedans. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vrai projet. J'avais vécu la même chose sur Daesh et Al-Qaïda. Quand la thématique était développée en Occident, c'était « ah bah oui, mais s'il y a des attentats, c'est parce qu'on n'a pas été gentil avec les immigrés de deuxième génération, de troisième génération ». Non, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet qu'il faut traiter, mais là aussi, on a refusé à la nébuleuse djihado-salafiste une vraie pensée, une vraie articulation. Moi, je me suis tapé, entre guillemets, leur texte de doctrine, c'est construit. Ce n'est pas un accident d'histoire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été gentil, parce qu'on n'a pas fait diplomatie. Il faut, vous voyez, il faut respecter, entre guillemets, c'est assez paradoxal, la pensée de l'autre dans ce qu'elle a de structuré, d'enraciné dans l'histoire, et qui aboutit à, comment dirais-je, une vision et une politique et une offre qui est à des années-lumière de la nôtre. C'est le premier point. Sur le désarmement, l'armement, ça c'est un vrai souci. L'année dernière, on a dépassé les 2000 milliards de dollars de dépenses mondiales d'armement, et on va péter les scores dans les années et les mois qui viennent. Je ne suis pas du tout, moi, un anti-armement, je suis cohérent par rapport à ma posture, mais c'est quand même très préoccupant, y compris pour l'Ukraine. Je suis partisan du soutien complet de l'Ukraine, mais quand je vois le volume d'armement qui se balade là-bas, on va les retrouver ailleurs. Et je ne dis pas ça pour dire il ne faut pas le faire. Et je sais que notamment les Occidentaux qui fournissent anticipent déjà ça, de façon que je ne peux pas évoquer ici, mais réfléchissent à ça. On va avoir des problèmes avec tous ces armements. Et ce qui est vrai, c'est que malheureusement, plus on arme, plus à un moment, surtout chez des personnages qui relèvent de la psychologie que j'ai développée, le fait de dire tiens, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne, eh bien, voilà. Ça. Le seul truc positif de l'histoire russe, c'est que toute une série d'acheteurs d'armement russes se disent ah mais purée, on s'est fait fourguer des trucs qui ne marchent pas. Les Russes ne sont même pas capables de le faire marcher pour leur armée. Avec un peu d'humour, c'est le seul aspect positif dans cette histoire, mais cette question de l'armement est un vrai sujet. Mario Giraud, je vous donnerai juste le mot de la fin, donc en 2 petites minutes. Merci. Alors, moi, je ne pense pas que les autres sont méchants, que nous, les démocrates et les démocraties, nous devons penser que d'avoir toujours peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, créer notre politique sur la peur, les autres sont méchants, ils veulent nous détruire, etc. Non, l'histoire est plus complexe. C'est plus, par exemple, pour être clair, entre la Chine et la Russie, ils ne sont pas sur le même plan, et la Chine n'est pas contente de cette guerre, et même la question de Daesh. Daesh est le résultat de la guerre précédente, qui est le résultat de la guerre précédente. Bien sûr, on a bien fait à détruire Daesh, mais ça, c'est une erreur que nous avons commise. Alors, l'histoire est complexe et nous ne sommes pas encerclés par des carnivores, nous les petits bons, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En politique, c'est beaucoup plus compliqué et je pense que c'est vrai, la diplomatie a ses défauts, pour répondre à la question. La diplomatie et la politique qui la gouverne, parce que les diplomates, c'est comme les militaires, hein, il faut les gouverner, il faut leur donner une vision. Nous avons une politique sans vision, nous nous sommes occupés surtout de nous-mêmes. C'est pas que nous sommes méchants, au contraire, mais nous sommes surtout des somnambules. Nous n'avons pas vu les processus se faire. Au Sahel, c'est depuis 10 ans que nous avons ce problème, on intervient seulement très tard. Depuis 2007, on a commencé à penser à ça. On est intervenu militairement en 2012 et c'était déjà tard. Et donc, pour faire un exemple, hein, mais la question des accords de Minsk, qui devaient commencer? C'était les Donbassiens qui devaient être désarmés ou c'était Kiev à leur donner l'autonomie renforcée qu'on avait promis dans le Minsk II? Personne n'a commencé. Et ça, c'est la politique qui n'a pas agi. Et alors, on est arrivé à la guerre. Mais la guerre n'est pas... Elle vous fait croire d'être incontournable, mais ce n'est jamais obligatoire. Même quand vous avez en face un régime autoritaire. Parce que les régimes autoritaires ont leurs faiblesses.
pas seulement militaires, hein, ont leur faiblesse politique. Même les plus durs des régimes militaires ont leur faiblesse politique. Et ça, l'histoire l'explique bien. Même Xi Jinping a ses faiblesses, maintenant qu'il est plus puissant que Mao. Donc moi, je pense qu'il faut avoir une lecture plus historique, plus lucide, ne pas raisonner, jamais raisonner sur la vague de la peur. C'est la même chose avec l'immigration, non? On fait l'alarmisme, l'immigration, les immigrés, le grand remplacement et tout ça, et voilà, la situation, nous la vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que nous sommes méchants, hein, au contraire, mais parce que parfois nous sommes des somnambules, nous nous endormons sur notre zone de confort et nous nous réveillons seulement quand il y a les problèmes dont on a discuté dans la séance d'avant. Parce que nous sommes en train de discuter de guerre, il ne faudrait pas. Il faudrait discuter de décroissance. Voilà, ça c'est intéressant. Parce que ça c'est l'avenir. Nous sommes en train de discuter du passé. Merci beaucoup, merci Mario Giraud, Pierre Servan.